informer est notre devoir, notre préoccupation. Messieurs et dames, bonsoir. À la clôture du séminaire organisé par le ministre de la Défense, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réitéré son appel aux officiers pour un bon comportement. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a dévoilé son nouveau logo, le nouveau logo plutôt de son institution devant les responsables de médias. Bienvenue à tous et à toutes, comme je l'ai dit au sommaire, clôturant le séminaire organisé par le ministre de la Défense, le président Félix Tshisekedi a réitéré son appel aux officiers de FARDC pour qu'ils se comportent selon l'éthique et la déontologie militaire, suivant ces commentaires de Dalia Abelema. Notre devise n'est jamais trahi les combats. Malade depuis près de 20 ans de son éthique et de sa déontologie, l'appareil de défense nationale congolaise vient de franchir le premier pas de son processus de traitement en y dressant un diagnostic profond et en proposant de pistes de solutions. Initialement prévu pour 2 jours, les officiers généraux et supérieurs ont eu besoin de 72 heures pour épuiser la matière contenue dans différents sous-thèmes autour de l'éthique et déontologie de l'armée, avec en conclusion de nombreuses recommandations formulées. Sur le principe d'éthique, de déontologie et de leadership, le séminariste se sont dit qu'il faut sensibiliser et vulgariser le texte, appliquer le trinôme formation, équipement et casernement. Ils ont demandé que soit renforcé le contrôle et l'audit, qu'il soit appliqué les sanctions positives tout comme négatives, qu'il soit respecté le principe de mérite et de compétence, et qu'il soit organisé dans un délai court les états généraux de l'armée. Sur les recrutements, la formation et l'entraînement, les séminaristes recommandent entre autres le respect de critères en choisissant de bons recruteurs, d'adapter la formation aux besoins de l'armée et améliorer les infrastructures. Ce séminariste, en parle le colonel Mukimbi Nenet, leur délégué, affirmait avoir pris l'engagement d'améliorer leur comportement dans l'exercice de leurs tâches et de partager les acquis du séminaire à leurs unités respectives. Fort de cet engagement, le chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République a dans son mot de clôture réitéré sa confiance aux forces armées de la République appelées à mettre terme au règne de forces négatives qui menacent dangereusement l'intégrité du pays. Les commandants de grandes unités que vous êtes devaient donc être capables, à la fin de ces jours de réflexion, de fédérer et de vous organiser pour adapter vos actions à l'évolution du temps et de l'espace. Ma conviction est de ne pas clôturer un séminaire atelier, mais plutôt mettre fin aux antivaleurs et autres mots MAUX, que vous avez décriés tout au long de vos discussions et qui vous ont caractérisé des années durant. Abandonnez-les, enterrez-les et à jamais prenez un nouvel élan. Clé de voûte du bon fonctionnement de forces de défense et sécurité, la discipline militaire exige un commandement responsable qui doit répondre aux exigences de contrôle et de rédévabilité, ont retenu les séminaristes. Le dernier acte de ce séminaire, c'est ce repas de corps partagé avec le commandant suprême au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. La République Félix Tshisekedi a lancé des travaux de construction des ouvrages qui vont désenclaver les quartiers Konluka dans la commune d'Engaliema. Précision avec Dalia. Suivez. On le présente comme le quartier le plus enclavé et le moins développé de la commune de Ngaliema à cause de sa situation géographique. Toutes les voies qui mènent vers Konluka sont impraticables, ensablées ou embourbées selon les saisons. Et pire encore, les alentours de ce quartier sont également menacés par des têtes d'érosion. Le quartier Konluka va bientôt se moderniser grâce à la ferme volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a décidé d'offrir à la population hospitalière de ce coin chaud de la capitale des infrastructures routières modernes.
Voilà qui justifie cette liesse et un engouement sans précédent de ses habitants venus en masse tôt ce matin pour accueillir chaleureusement le tout premier chef de l'État qui vient les visiter, une première depuis que la RDC existe. À son arrivée sur le site, à 12h10 précises, pour lancer ses travaux de grande envergure, le président de la République est salué par un comité restreint d'accueil constitué de quelques officiels et membres du gouvernement. Il s'en est suivi un briefing fait par les responsables de l'Office des voiries et drainage sous la supervision du ministre des ITPR. En fait, il va s'agir du redémarrage des travaux de réhabilitation de l'avenue du cimetière, longue de 1230 mètres, entrecoupée par les ponts Sakombi et Maluku. Les travaux financés exclusivement par le Trésor public vont durer 3 mois et une fois terminés, les ouvrages réhabilités vont faciliter le déplacement des habitants de ce coin qui ne feront plus un grand détour auquel ils sont contraints depuis des décennies. Une joie immense pour la notabilité de Kanlouka. Je sens un sentiment de joie de recevoir un président de la République depuis le début de notre pays à l'exception de son indépendance. Nous n'avons jamais reçu un président de la République qui s'implique pour le bien-être de notre population. Et pour en avoir le cœur net, le chef de l'État s'est personnellement rendu sur le site où sera jeté le pont Maluku, traversant la rivière Lubudi. En véritable homme de terrain, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers une marche à pied, allant même jusqu'à traverser les eaux de cette rivière, sorti de son lit, a voulu non seulement communier avec la population de ce quartier enclavé, mais aussi palper du doigt le niveau de calvaire que vit au quotidien les habitants de Kanlouka. Une fois construit, l'ouvrage sera d'une portée sociale significative car il servira de trait d'union entre 3 communes d'une forte densité démographique, à savoir les communes de Selembao, Ngaliema et Kintambo. La réhabilitation de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation et développement des infrastructures routières à travers le pays, un vaste programme initié par le président de la République. Le secrétaire général du mouvement social pour le renouveau, Raphaël Lououlou, suggère un dialogue entre l'opposition et la majorité à l'Assemblée nationale afin de résoudre la crise, suivant ses commentaires. Pour résoudre le problème de la crise à l'Assemblée nationale, Raphaël Lououlou, secrétaire général du mouvement social pour les renouveaux, demande un dialogue entre l'opposition et la majorité. Il estime que c'est le seul moyen auquel l'opposition et la majorité pouvons trouver un consensus. Le président de l'Assemblée nationale, avec sa bande de l'Union sacrée, et l'ensemble de l'opposition quant aux fondamentaux de préparation des élections. Cette crise de confiance, pour y mettre fin, nécessairement, il faut un dialogue. Parce que, madame, vous savez, on ne peut pas résoudre un problème si les gens n'échangent pas. Et pour l'Assemblée, pour les lois sous examen à l'Assemblée, il faut nécessairement un débat. Et nous n'avons jamais cessé de le dire. Une loi d'une haute portée nationale comme la loi électorale, pour commencer à le débattre à l'Assemblée nationale, il faut lever les options, il faut un débat, il faut un échange, d'où le dialogue est nécessairement important. C'est la voie par excellence pour arriver à mettre tout le monde d'accord. Il y a la question du choix des candidats aux élections de 2023. Raphaël Lououlou dit soutenir le candidat que proposera le Front commun pour le Congo, qu'il soit Joseph Kabila ou pas. Pour choisir Joseph Kabila comme candidat,
ça dépend du FCC, qui est la plateforme qui soutient Joseph Kabila, constituée de plusieurs partis politiques, dont le PPRD est un parti aussi comme les autres. Donc, si le FCC ne choisit pas Joseph Kabila comme président de la République, il est impensable parce que pour le FCC, c'est Joseph Kabila qui pourra être désigné candidat. Mais la question j'ai voulu qu'on la pose autrement. Si Joseph Kabila lui-même ne voulait pas être candidat, le FCC va choisir quelqu'un d'autre. C'est clair. Mais le FCC aura un candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Autant que le FCC aura des candidats à tous les scrutins qui seront organisés en République démocratique du Congo en 2023, si jamais le pouvoir en place ne venait pas glisser. Mais même si le pouvoir glisse, il ne sera pas seul. Il faut compter avec le FCC. Merci. Signalons que le mouvement social pour les renouveaux est membre de plateforme Front commun pour le Congo. La question de la prorogation de l'état de siège pour une durée de 15 jours, Raphaël Loulou affirme que c'est un échec total de la part de l'État congolais et il doit l'assumer. Suivez ses propos. Ça fait la 1e fois que je continue à dire que l'état de siège est un échec dans notre pays. La population de l'Ituri, de Nord Kivu, me donne suffisamment raison. Les députés provinciaux argumentent dans le même sens que moi et tout le monde voit que cet état de siège est un échec patent. Et de par le fait même de la mutualisation de forces avec les forces étrangères, ça veut dire que nous-mêmes, en République démocratique du Congo, avec nos forces, nous ne sommes pas à mesure de restaurer la paix. Le président de la République à Abidjan n'a-t-il pas pointé le doigt accusateur vers les forces armées et la police nationale? Si le président lui-même dit que le problème d'insécurité à l'Est, c'est les militaires et les policiers, ça veut dire que l'état de siège est un échec. Sinon, le président Félix Tshisekedi n'aurait pas pointé son doigt accusateur vers les policiers et les militaires. Changeons de chapitre pour parler de l'infrastructure. À présent, quelques membres du gouvernement ont effectué un déplacement dans les Grands Équateurs en vue de poser la première pierre dans la modernisation de l'aérogare de Bouendé ce dimanche 15 mai. Suivez cet élément. C'est aux environs de 13 heures locales que 3 membres du gouvernement central ont foulé les sols de Bouendé ce dimanche 15 mai. Guy Luandomboyo de l'aménagement du territoire, Nicolas Kazadi des finances et Chérubin Okende des transports sont venus lancer les travaux de modernisation de l'aérogare de Bouendé. Et c'est le ministre de Transport qui a posé la première pierre de construction de cette aérogare moderne. Dans son mot, Chérubin Okende a souligné que c'est sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi que la piste de 1400 mètres sera améliorée. Il sera construit à cet endroit un aérogare, une caserne anti-incendie, une tour de contrôle et autres. À son tour, le ministre des Finances a affirmé que les Grands Équateurs figurent parmi les priorités du chef de l'État. Selon Nicolas Kazadi, plusieurs projets réalisés dans le pays n'ont pas tenu compte de la partie ouest du pays et le chef de l'État a décidé de réparer cette injustice. Prenant la parole à son tour comme chef de la délégation gouvernementale, le ministre d'État Guy Luandomboyo a mentionné que ce projet intégrateur de développement de l'espace Grand Équateur va favoriser tant soit peu les activités économiques de la Chuapa qui n'a que trop souffert du manque d'infrastructures aéroportuaires modernes.
Venues nombreuses pour assister à cette cérémonie et en être témoins, la population de la Tchouapa remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir jeté un regard d'amour à cette province longtemps oubliée. Lors d'un dîner de presse organisé lundi 16 mai à Kinshasa, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a dévoilé le nouveau logo de son institution devant les responsables de médias. Josephat Mwanza et Junior Tankweye ont signé ces reportages. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a organisé un dîner avec la presse ce lundi 16 mai 2022 à Kinshasa. La tenue de cette rencontre est justifiée par la bonne collaboration que la CENI veut avoir avec la presse. Par ailleurs, la porte-parole de la CENI a invité le média à travailler pour la sensibilisation en français et en langue nationale des électeurs sur le comportement à afficher et les actes à poser par rapport aux différentes étapes du processus électoral en cours. La CENI s'engage à bâtir de ponts et non de murs avec la presse en vue de s'assurer que la population ait toujours la bonne information sur le processus électoral, a déclaré Patricien Seya. Denis Kadima a réaffirmé sa détermination ainsi que celle de toute son équipe à organiser les élections dans un délai constitutionnel. La paroisse francophone de l'église communauté évangélique d'Afrique au Congo, se trouvant à Bongolo, dans la commune de Kalamou, a organisé un culte d'action de grâce à l'occasion de la célébration du deuxième année d'existence du Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès, P4 en sigle, une formation politique alliée à l'UDPS Tshisekedi. Suivez cet élément. Un culte d'action des grâces a été organisé ce samedi 14 mai 2022 à la paroisse francophone de l'église CAC, Communauté évangélique d'Afrique au Congo, à Bongolo, dans la commune de Kalamou. C'était à l'occasion de la célébration de 2 ans d'existence du Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès. P4, formation politique alliée à l'UDPS Tshisekedi. Le président national de P4, Maître Emery Patrice Mandoudou, a sensibilisé les participants, notamment le membre Z4 du parti venu nombreux et le reste de sympathisants congolais présents à cette cérémonie. Il a encouragé tout le monde à promouvoir la culture des débats d'idées dans la sphère politique et non celle de lier son adhésion à un parti politique par rapport aux individus. Le P4 soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, centré sur l'homme, c'est-à-dire le peuple d'abord. Dieu et la patrie, c'est la devise de cette formation politique. La paix et le progrès doivent marcher ensemble, car il n'y a pas de progrès sans paix, a-t-il martelé. Personne n'a de débat à faire contre Dieu. Le P4 prône 2 valeurs. Le P4 se définit autour de 2 engagements, parmi lesquels travailler, lutter et obtenir le pouvoir pour le bonheur et le progrès du peuple. Il faut préciser qu'en 2 ans seulement, le P4 est déjà implanté dans plus de 8 provinces, grâce à sa vision et son idéologie tournée vers le travail, la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement. Le commissaire adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, le général Patience Philémon Yav, a foulé les sols Katangui le dimanche 15 mai 2022. Commentaire de la presse militaire. Suivez. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Kasingwa Bidje, a procédé ce samedi 14 mai 2022 à la remise officielle des embarcations dotées par le gouvernement central à la 331e base navale en présence des autorités civilo-militaires de la province du Sud Kivu. Mais nous tenons à remercier très sincèrement le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La dotation de ces 3 engins motorisés permet le renforcement des capacités opérationnelles de cette unité. Nous allons vous prier de veiller à la bonne utilisation de ces engins
pour la surveillance et les opérations qui se dérouleront sur le lac Kivu. Après la remise officielle, les vaillants marins de la 331e base navale ont procédé aux manœuvres de démonstration des forces sur le lac Kivu devant les autorités provinciales pour montrer l'efficacité et la rapidité d'intervention en cas nécessaire. Sentiment de satisfaction pour le capitaine des vaisseaux Kanane Boutsak et Joseph, commandant base, qui n'a pas manqué de remercier la hiérarchie de la force navale pour ce don combien louable pour la protection des eaux du lac Kivu, et ceci permettra de mettre fin à toute forme d'insécurité sur le lac. Un sentiment de satisfaction parce qu'on vient de nous doter des moyens qui vont nous permettre d'assurer bien notre mission, nous les marins. Notons que, dès son arrivée à Bukavu, l'amiral Rachid Mapatano, commandant du 33e groupement naval, est allé présenter les civilités au commandant de la 33e région militaire, en passant par le commissariat de la police nationale congolaise, ainsi que devant le gouverneur de la province du Sud Kivu. Kinshasa, zéro trou accélère d'une manière très rapide dans la commune de Kalamu. Le détail dans ce reportage de Congo France Télévisions. Les travaux Kinshasa Zéro Trou, initiés par le gouvernement de la République, va de plus en plus en vigueur, plus précisément dans la commune de Kalamu, sur l'avenue Victoire. Ces travaux évoluent dans l'impeccable rapidité. Les agents ont donné leur point de vue. Donc, tu vois, notre travaux, ça évolue toujours mieux. Ça, c'est GMC, le sujet GMC de Papa Johnny Matala. Donc, vraiment, nous continuons toujours de travailler parce qu'on avait un peu de carasses de barre de fer. Parce que pour qu'on continue les travaux, parce que c'était un peu arrêté parce qu'à cause de ça. Comme on nous a amené le bar, maintenant c'est ça qu'on travaille. Ça. Nous demandons à la population que nous puisse donner toujours la confiance, parce que donc bientôt ici, donc on va finir ici pour qu'on continue notre place. D'abord, le coup de chapeau à son excellence, chef de l'État Fachi Beto, aux obètes à Beto Manzela, mais tout ce qu'il y a Beto à Liboumou. Chef de l'État, je dois message, Beto Tobet Nanzela, oui, Kitoko. Mais préparez ce que Beto Liboumou. L'actualité en dehors de nos frontières, le président de la République des Émirats Arabes Unis, Khalifa bin Zayed, a été enterré ce lundi 16 mai 2022 à Abu Dhabi. Image. Suprême de la Corée du Nord monte au créneau. Le dirigeant Kim Jong a fustigé ce lundi 16 mai les autorités sanitaires de son pays pour la gestion de la pandémie Covid-19 et a demandé à l'armée de se mobiliser. Récit de Dalia Abelema. Suivez. Au siège national de la prévention des épidémies. C'est ici que le leader nord-coréen aurait pris connaissance de la propagation du Covid-19 dans tout le pays. Un confinement national a été décrété. C'est le défi le plus important et la tâche la plus importante auquel notre parti doit faire face pour inverser rapidement cette situation de crise sanitaire. Pour l'instant, une seule personne est officiellement décédée après avoir été testée positive à un sous-variant d'Omicron. Selon l'agence de presse d'État, plus de 187 000 Nord-Coréens sont actuellement à l'isolement et soignés pour une fièvre à l'origine inconnue. Aucun des 25 millions d'habitants du pays n'est vacciné contre le Covid-19. Pyongyang avait refusé les offres de vaccination de l'OMS, mais aussi de la Russie et de la Chine. Une épidémie en Corée du Nord serait catastrophique d'après les experts, alors que les infrastructures sanitaires sont réputées défaillantes. Jusqu'à présent, le pays avait officiellement tenu le virus à distance, en fermant hermétiquement ses frontières depuis 2020. Comme pour détourner l'attention, Kim Jong-un a fait tirer des missiles balistiques vers la mer du Japon, d'après l'armée sud-coréenne ce jeudi. À cause du Covid, de nombreux citoyens nord-coréens ont peur et il y a de fortes chances que l'ambiance sociale se détériore. Du coup, la Corée du Nord est tentée de précipiter des essais de missiles ou des tirs nucléaires pour remonter le moral des citoyens. Pour rappel, la Corée du Nord est sous le coup de sanctions internationales contre son programme de missiles et d'armes nucléaires. À partir de ce lundi, en France, le port de masque n'est plus obligatoire dans les transports collectifs. Un allègement qui marque la disparition de la dernière grande restriction anti-Covid. Il reste recommandé par le ministre de la Santé. Récit de Dalia Abelema.
Plus de port de masque, elle reste facultative mais pas obligatoire dans les transports collectifs en France. Une grande restriction sanitaire tombée ce lundi 16 mai 2022. Le gouvernement décide de mettre fin à l'obligation du port de masque. Une annonce faite la semaine dernière par la Direction générale de la santé qui dépend directement du ministère jusqu'à présent. Le port du masque était imposé dans les métros, les bus, le train, les avions et les taxis. C'est à la fin du dernier grand marqueur de l'épidémie à Covid-19 dans l'espace public. Une décision entérinée le fait que la maladie est devenue une moindre préoccupation sanitaire comme la politique, plus de 2 ans après l'arrivée de cette pandémie dans les continents d'Europe. Depuis quelques semaines, les contaminations et hospitalisations liées à la Covid-19 diminue enfin après une très longue vague hivernale et même lorsque celle-ci était à un niveau élevé en début d'année. La maladie était déjà passée à l'arrière-plan de préoccupation, la situation sanitaire restant très peu évoquée lors de la campagne présidentielle. Continuons ce journal avec ces éléments sportifs. Le champion olympique du poids lourd de Rio a eu les combats le plus difficiles de sa carrière face au Congolais Martin Bakole ce samedi 14 mai. Suivez. Visage tuméfié, Tony Yoka, copieusement battu devant père et mère et enfants par le Congolais Martin Bakole. Samedi 14 mai 2022, le champion olympique de poids lourd de Rio a eu le combat le plus difficile de sa carrière face au Congolais Martin Bakole. Compté dans la première reprise, le Français s'est finalement incliné au point, en promettant à Tony Yoka le combat le plus éprouvant de sa conquête face au Congolais Martin Bakole. Les prétendants au titre mondial des lourds n'a pas été déçu et le public non plus. Le 12 combat de sa carrière pro a tenu ses promesses. Il a été plus dur aux Français. Il a mis le Français en difficulté tout au long du combat comme jamais jusque-là. Superman, pour la première fois, Tony Yoka a mis un genou à terre la première reprise contre le Français, apparu plus surpris que sonné. Mais l'avertissement a été très sévère. Oui, il y avait un grand danger en face de lui. Bakole, pendant tout le combat, a frappé des coups, des marteaux d'une façon incroyable. Chacun semblait faire mal. Et pour finir, le tout-puissant Mazembe passe à côté d'une finale de la CAF devant la Renaissance de Berkane, équipe entraînée par Jean-Flora Ibengue ce dimanche au Maroc, sur une note de 1 à 4. Commentaire Kevin Mukunda. Au terme de cette partie amplement disputée, les protégés des Franck Doumas ne verront pas la finale de cette compétition comme en 2017. Et pourtant, Philippe Kinzumbu, qui a profité d'une erreur du défenseur des Oranges, les Burkinabés Issoufou Dayo, a remis la pendule à l'air en égalisant d'une frappe limpide du gauche. 1 minute avant l'ouverture du score des locaux, intervenu à la 10e minute par l'entremise de El Helali, tout a basculé à la 64e minute de jeu. Tandy Mouepou, qui a écopé d'un carton rouge, a bouleversé les donnes de Franck Doumas. À la 79e minute, la défense louchoise a craqué suite au deuxième but de René de la tête signé Larbinazi. Après un coup de pied bien tiré par Nemsaoui, à 2 minutes du terme, les hommes de Florent Ibengue vont prendre l'avantage grâce à leur 3e but marqué sur pénalty par El Fahali. Ces derniers, bien servis après une mauvaise lecture du portier des Banyang Wenassia de Obadjo, et viendra les doubler pour El Fahali devant un poteau vide pour les 4 buts de la partie. Ainsi, comme en 2020, la Renaissance Berkane retrouve la finale dans cette compétition et croisera les Sud-Africains des Orlando Pirates en finale unique prévue le dimanche 22 mai au Nigeria. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici les rappels de titres. À la clôture du séminaire organisé par le ministre de la Défense, le chef de l'État Félix Tshisekedi a réitéré son appel aux officiers pour un bon comportement. Et le président de la Commission électorale nationale indépendante, c'est en sigle Denis Kadima, a dévoilé le nouveau logo de son institution devant les responsables des médias. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Restez branchés sur Congo France Télévisions. Au revoir.